Du haut du ciel, le stade ressemble à un immense coquillage. Et dans l'est de la ville, la silhouette du stade sert à la fois de symbole et de point de repère. De repère pour se rappeler qu'il y avait ici, il n'y a pas si longtemps, un des plus grands chantiers de toute l'histoire du génie québécois. The result, which I do not know. Quand le 12 mai 1970, Montréal se voit accorder la tenue des Jeux olympiques de 1976, c'est l'euphorie. For Montreal, 41 votes. Moscow, 21 Enfin, c'était l'hystérie collective. Et déjà, le maire Jean Drapeau a une idée derrière la tête. Promettre aux Montréalais des Jeux modestes et en même temps offrir au restant de la planète des Olympiades modernes et grandioses. 10 ans donc après Expo 67, Montréal et Jean Drapeau sont enfin prêts à recevoir le monde et à les recevoir en grand. La cérémonie d'ouverture, c'était comme la réalisation du travail qu'on avait accompli là, pendant 2 ans. J'étais assise là, dans les gradins. Là. Et puis oui, c'était touchant. C'était touchant parce que c'était un aboutissement pour nous autres. Hein? On avait travaillé d'une façon tellement intense. Si les cérémonies d'ouverture se sont déroulées dans l'ordre et dans la discipline, on ne pouvait toutefois pas en dire autant des performances enregistrées sur le chantier olympique. Mais quand c'est rendu que les ouvriers viennent ici puis ils punchent la carte de 12 ouvriers qui travaillent ailleurs, quand c'est rendu que le camion de béton, il rentre, il y a 2 verges dedans, il va vider puis il va se remplir, comme s'il était plein, il y a juste 2 verges dedans, ou un camion d'acier, il rentre plein par la rue d'ici, puis il sort par la rue Viau, puis il descend à aller se faire chercher un autre bon de livraison. Mais quand c'est rendu ça, c'est quoi un chantier? À 365 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal, une question circule encore et toujours sur toutes les lèvres. La ville hôtesse sera-t-elle prête? Le gouvernement fédéral, à l'époque, avait tardé beaucoup à promettre le financement ou, disons, à s'engager sur un montant. Alors, c'est sûr que ça avait retardé le chantier, parce que la Ville de Montréal, évidemment, n'avait pas les moyens de financer quelque chose comme ça. Tout avait pourtant bien commencé. Montréal avait embauché un des meilleurs architectes internationaux afin de construire, pour les Jeux olympiques de 1976, le stade le plus moderne au monde. Je vous demande l'inauguration des Jeux olympiques de Montréal. Maintenant, rassurez-vous. Le rêve olympique du maire Drapeau aura un prix à payer. D'abord évalué en 1974 à 350 millions de dollars, le stade, à lui seul, a finalement coûté près d'1 milliard de dollars. Moi, quand je vais être gêné d'être Québécois, là, je pense à 2 choses. Je pense au stade olympique, je pense à Mirabel. Tu sais, ça n'a pas de bon sens faire des affaires de cons comme ça, comme on a fait à cette occasion-là. Jamais un édifice public n'a soulevé autant de controverses et transformé le rêve olympique en cauchemar collectif. Le cauchemar dont j'ai hérité, moi, le 26 novembre 1976. Le député de Saint-Jacques, M. Claude Charron, sera ministre délégué au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. En m'octroyant ce dossier-là, je l'ai remercié devant tout le monde au Conseil des ministres en disant « Je vous remercie pour votre confiance ». Et je n'oublierai jamais sa réponse. Sa réponse, c'était « Arrêtez, vous allez le regretter bien assez tôt ».
1976, avec une note parfaite de 10, la jeune gymnaste roumaine Nadia Comaneci réalise une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et du même coup, elle est couronnée la reine des Jeux de Montréal. Bon, moi, j'étais au service à la clientèle, service aux spectateurs. Donc, c'est à l'échelle planétaire. Parce que les Jeux olympiques, c'était gros, hein? C'était 332 événements en 2 semaines sur 32 sites différents. Mais tout le monde se souvient aussi que les Jeux olympiques de 1976 ont eu lieu dans un stade inachevé. Le mât que nous voyons présentement avait atteint à peine la moitié de sa hauteur normale et le toit suspendu n'était pas suspendu. Mais comment en étions-nous arrivés là? Quand j'ai vu les plans pour la première fois, j'ai trouvé que c'était un projet extrêmement audacieux. L'auteur de ces plans était l'architecte français Roger Taillibert, concepteur, entre autres, du parc de soccer du Parc des Princes à Paris. C'était le choix de Jean Drapeau. Le maire, qui avait déjà le métro le plus moderne au monde, aimait les Français et leurs nouvelles technologies. Pourquoi Taillibert? Parce que, lors des Jeux olympiques, on fait toujours des bâtiments un peu particuliers, qui dépassent d'habitude, qui dépassent un peu ce qui se fait normalement. Or, dans le cas du stade olympique, moi, j'avais dit à M. Drapeau, si on se donnait un stade avec une opération intérieure, nord-américaine, des casse-croûtes, des VIP, des club stadiums, ce qu'il n'y avait pas en France, puis qu'on lui donnait une ligne française, on ferait quelque chose qui ne se serait jamais fait. Et M. Drapeau a dit, bien, ça veut dire que tu recommandes Taillibert. Mais avant, demandez-y qu'ils viennent expliquer à nos ingénieurs ici si c'est faisable, son affaire ici. On a commencé une première rencontre au mois de mai 1973 avec l'architecte Roger Taillibert. Ce qui a fait dire à bien des gens que c'était un laboratoire et qu'on payait pour des essais qui allaient éventuellement être réussis ailleurs, mais que nous, on était un peu le cobaye à coups de millions, là, comme on sait. Le choix d'un architecte étranger ne fait évidemment pas l'unanimité. L'Association des architectes dénonce le manque de confiance du maire Drapeau à l'endroit des architectes québécois. Une véritable gifle à l'endroit des 3500 architectes québécois. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'un architecte étranger influençait l'architecture montréalaise. Avait-on déjà oublié le rôle d'un certain E.M. Pye de New York dans la construction de la place Ville-Marie quelques années plus tôt? C'est certain que quand on a un beau projet de même, les architectes du Québec qui regardaient ça, hey, on ne sera même pas là-dedans. C'est un maudit français encore. Alors on commençait à crier, sauf que la technique qu'il a amené, le genre de projet qu'il a fait avec son mât et sa toiture mobile, il n'y a pas un architecte d'ici qui était capable de le faire. Il y a un gars qui la connaît, c'est Taillibert. Mettre en poste de tension l'ensemble de la... Le 6 avril 1972, le maire Jean Drapeau convoque la presse internationale pour faire connaître son programme. Montréal, qui possédait déjà le métro le plus moderne au monde, voulait marquer les prochaines Olympiades par un stade qui passerait lui aussi à l'histoire. Puis en novembre 71, décembre 71, on a fait l'échéancier, qui fait qu'on finissait 1 an avant les Jeux. Les Jeux olympiques doivent avoir lieu à Montréal en 1976. Mais je pense effectivement que le calendrier trop serré, un politicien omnipuissant qui s'improvise architecte et ingénieur, tout ce qui se fait à la bonne franquette, sans débat démocratique et sans examen sérieux mené par des gens qui connaissent l'affaire, tout ça, c'est comme une bouillabaisse, si vous voulez. Tout ça a contribué. Et, bien sûr, des ingénieurs, des entrepreneurs et des travailleurs peu scrupuleux, tout ça a donné le fiasco qu'on a connu. Non, l'échéancier, il n'était pas serré. Puis la plus belle preuve, c'est que le stade
c'est le petit frère, je vais appeler ça le grand frère du Parc des Princes. Au Parc des Princes, sortez les photos du Parc des Princes, des voussoirs, 54 consoles, ici il y en a 34, plus 4 après le mois. Alors, c'était pas un problème de complexité. Les plans annoncés étaient résolument de stature olympienne. Le complexe sportif occupe le quadrilatère des rues Sherbrooke, Pierre de Coubertin, Viault et Pineuf dans l'est de Montréal. Il comprend un stade de 56 400 places ressemblant à un gigantesque coquillage et surmonté d'un mât oblique qui défie dangereusement les lois de la gravité. Puis, un vélodrome à l'allure impressionnante et des bassins olympiques à la fine pointe de la technologie. Sans oublier, tout près, un village olympique inspiré des pyramides égyptiennes et destiné à accueillir 11 000 athlètes. Tout pour estomaquer la presse internationale. Le maire triomphait. Mais en même temps, j'avais très peur parce que je trouvais que l'échéancier était très court pour réaliser un projet de cette envergure-là. Selon Taillibert, la forme commande la technologie, et non le contraire, comme c'est normalement le cas en Amérique du Nord, avec des classiques structures à ossature d'acier. Or, son projet atteignait une échelle encore inconnue. Un poème de béton, disait Taillibert, mais surtout un immense casse-tête de 15 000 pièces. Écoutez bien, là, c'est un complexe, un gros massif de béton où on y a donné des lignes architecturales fantastiques. André Pelletier vit dans ces lignes de béton depuis plus de 20 ans. Il gère la deuxième vie du stade, celle d'aujourd'hui. Oui, on est prêts de recevoir. Faites un bel job, les gars. Mon principal rôle, c'est la production des événements qui a lieu au Parc olympique. Ça peut être une conférence de presse, comme ça peut être un événement majeur, ça peut être le motocross, tous les événements. C'est sûr, le stade, en premier lieu, c'est l'endroit unique pour répondre à des événements d'envergure. On a déjà accroché un avion, un Cessna, après l'anneau technique. On est venu nous rencontrer, on est allé chercher l'expertise de nos ingénieurs qui nous a donné le OK pour qu'il n'y avait pas de problème de sécurité, quoi que ce soit. Cet hymne olympique international officiel, nous l'entendrons de nouveau dans un peu plus de 3 ans, ici même, à l'occasion de l'inauguration des Jeux olympiques de Montréal. Mais nous sommes réunis ce matin pour participer à la pose d'un geste qui sera répété au cours des 3 prochaines années d'innombrables fois. La naissance du stade est, dès le départ, laborieuse. Pour faire place au Parc olympique, on doit excaver plus de 2 millions de mètres cubes d'argile et de calcaire sur un vaste terrain vague adjacent au Parc Maisonneuve, dans l'est de la ville. Alors, on a dit, il faut commencer, puis on devrait tout creuser d'un coup. Parce qu'il faut bien faire attention. Le Parc olympique, c'est un trapèze qui a 2200 pieds de long, qui a 1600 pieds à Viault, puis à peu près 700-800 pieds à Pineuf. Mais la rue Boyce, dans le temps, qui est Pierre de Coubertin, elle était 60 pieds plus bas que la rue Sherbrooke. Donc, il fallait faire une paroi moulée, faire des ancrages pour la tenir, parce qu'ici, c'est un terrain qui était glaiseux. Non seulement le terrain est glaiseux, mais le sous-sol cause des surprises. Il est instable. La roche de fondation menace même de s'effriter. La découverte du sol fissuré oblige à revoir toutes les études sismiques. Déjà des frais supplémentaires au projet. Les plans de l'architecte n'arrivent toujours pas. Alors qu'on prépare le terrain pour recevoir les fondations du stade, on commence le vélodrome en prévision des championnats du monde de cyclisme qui se tiennent avant les Olympiques. Le temps presse. Avec sa coque 2 fois plus volumineuse que la Statue de la Liberté et qui s'inspire d'un casque géant de cycliste, le vélodrome demeure un exploit technique sans précédent. Bon, c'est la première fois que ça arrivait en Amérique du Nord. Il fallait faire une calotte. Et quand on a commencé par ça, c'était l'élément le pire, le plus compliqué
Les plans de Taillibert ne laissent aucune alternative. Il faut construire l'édifice, mais en commençant par le haut. Pour y arriver, il faudra donc jouer d'audace. 2 ans avant la tenue des Jeux Olympiques, le chantier du stade ressemble toujours à un immense trou autour duquel s'empilent et s'empilent des tonnes de matériaux hétéroclites. Autrement dit, le premier contrat, c'était un contrat d'excavation qu'on excavait tout le site en 1973. Et ceux qui passaient sur la rue Sherbrooke vont se rappeler, là, qui passaient sur la rue Sherbrooke devant un trou qui était toujours un trou qui restait un trou. Parce que ça a été des mois, un trou. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du stade, l'ingénieur de structure qui faisait les plans a fait des mauvais plans, si bien qu'en 1975, on était obligé d'aller chercher 2 bureaux français pour qu'ils viennent faire les plans pour qu'on commence à monter les consoles. Entre-temps, le chantier du Vélodrome avait déjà débuté. Et ce n'était pas nécessairement la partie la plus facile à réaliser. Loin de là. Vous ne pouvez pas travailler en dessous parce qu'on met des échafaudages pour supporter les pièces. Alors, ça veut dire qu'on commence par le toit puis on descend vers le bas. C'est la première fois que ça arrivait en Amérique du Nord. L'aspect spectaculaire et innovateur du Vélodrome provient de la structure qui est composée d'un toit hémisphérique très aplati, reposant uniquement sur 4 points. Seule l'utilisation du béton précontraint peut venir à bout d'un tel tour de force technique. Élever une coque de 172 mètres sans point d'appui intermédiaire, voilà un exploit hors du commun, encore jamais réalisé. Bien justement, c'est que le toit du Vélodrome, c'est une partie de la sphère. On a une grosse boule qui a un certain rayon et par les points d'appui, on vient couper la boule suivant un angle qui passe par les points en surface ici, mais qui est dirigé vers le centre de la boule. Et en surface, ça décrit un arc. Ces arcs-là, il faut qu'ils tiennent ensemble. Alors à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des poutres en Y, ici, qui vont jusqu'à 110 pieds de long. Quand tout ça était tout attaché ensemble, comme une dentelle, ça c'est arrivé en février 1975. Là, on faisait ce qu'on appelle l'opération d'écintrement. Une opération risquée, puisqu'il faut soulever d'un bloc la toiture du Vélodrome, aussi lourde que 125 Boeing 747. Puis, enlever les échafaudages et ensuite déposer la structure sur ses 4 points d'appui. Une fois qu'elle était soulevée, là, on bloquait les vérins avec du béton, puis on se dépêchait d'enlever les échafaudages en dessous pour pouvoir faire la piste et les gradins du Vélodrome. Ça, c'était compliqué, ça. Il y a une géométrie toute particulière par rapport aux pistes conventionnelles. Moi, je pense que la construction de toutes les installations olympiques, en particulier le stade, le Vélodrome et le mât, ça a été la plus belle école de formation pour les ingénieurs en structure du Québec. C'est un chef-d'œuvre, qui est un monument, en fait. Parce que, au point de vue technique, l'université ici, là, c'était le Vélodrome. Et les Français et les Canadiens ont appris à travailler ensemble là-dedans. Ça gueulait des fois, mais c'était une technique française. Puis des fois, nous autres, on voulait mettre notre moule, mais des fois, des choses qu'on connaissait pas. Mais on a appris. Et ça a été quoi le résultat d'avoir appris ça? Moi, j'appelle ça l'université de la technique, le Vélodrome. Aujourd'hui, le Vélodrome a totalement changé de vocation. Sous la direction du maire Pierre Bourque, alors directeur du jardin botanique lors des Olympiques, on a réaménagé l'intérieur du bâtiment. On a créé un musée de l'environnement reproduisant les 4 principaux habitats des Amériques avec plus de 5000 animaux et 46 plans d'eau. Alors, une des particularités du biodôme, bien sûr, on a produit la forêt tropicale, le monde polaire, donc ce sont dans des enceintes fermées. Mais je pense que la grande première, ça a été de refabriquer l'hiver dans la forêt laurentienne, et qui n'est pas dans une enceinte fermée. Les salles d'entraînement et de repos des cyclistes ont été transformées en hôpital vétérinaire et en salle d'opération.
Les seuls vestiges olympiens demeurent des gradins de béton abandonnés derrière les forêts vierges du biodôme. Même si le Vélodrome exige une prouesse technique inégalée, tous les yeux du Québec sont rivés vers le chantier du stade. On se demande bien ce qui va surgir de cet immense trou. Et ce n'est qu'en août 1974 que les premiers piliers, coulés sur place, commencent à émerger du sol. Et les Jeux, qui doivent avoir lieu dans 2 ans, serons-nous prêts? De ce complexe, les experts conseils et les entreprises du Parc olympique ont eu recours à plusieurs... Au départ, évidemment, il fallait construire les fondations. Et puis la fondation de chacune des 34 consoles a la dimension d'un bungalow, si on veut, qui est enfoui dans le roc, qui est complètement encastré dans le roc. Et puis à partir de cette construction de fondation, il fallait monter le poteau, faire la construction du poteau coulant en place jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, on continuait avec des éléments préfabriqués. Le stade olympique est la vedette sans contredit du chantier olympique. Avec plus de 12 000 éléments de béton préfabriqués, dont certains pèsent jusqu'à 150 tonnes, le stade olympique repose sur une technique de construction connue. Des consoles qui supportent un toit et des gradins. Le problème, c'est sa forme irrégulière. Son enceinte est de forme elliptique. Les pièces ont donc des formes particulières et sont rattachées les unes aux autres par des câbles de tension et assemblées un peu comme des pièces d'un mécano géant. C'est une console qui est en courbe et qui est maintenue par un bras qui s'en va vers le sol. La console en haut, elle mesure 325 pieds à partir de sa partie arrière jusqu'à l'anneau technique. En plus, le stade est surmonté d'une tour penchée de 15 étages en forme de triangle isocèle. Il fallait donc façonner, ajuster et souder ces pièces les unes aux autres, quasi comme une opération chirurgicale. Évidemment, il y avait la conception qui devait être suffisamment détaillée pour que les entrepreneurs puissent arriver à réaliser cette construction-là. Mais il y avait aussi toute l'ingénierie de la construction. C'est un projet tellement complexe qu'il n'y avait aucune usine de fabrication de ces éléments-là. Dès le départ de réaliser... La solution, l'usine qui coulera la plupart des pièces du stade, ne sera pas située sur le chantier, mais plutôt à une quarantaine de kilomètres de Montréal, à Saint-Eustache. La petite entreprise, Choc Béton, est alors l'une des rares entreprises au Québec à maîtriser la technique de fabrication du béton précontraint. Pour accommoder les dimensions disproportionnées des pièces du stade, on refait même une partie de l'usine sur mesure. On a construit cette usine-là en novembre, décembre et janvier. C'est exactement la même usine. Elle n'a pas été changée, elle n'a pas été modifiée. La seule chose qui a été rajoutée, ce sont les tables qui sont là, qui n'existaient pas. Parce qu'à l'époque, on avait une grande fosse de 404 pieds de long où les pièces elles-mêmes étaient coulées en verticale. Et les pièces puissent matcher ensemble. On les a coulées les unes par-dessus les autres. C'est ici que toutes les pièces maîtresses du stade sont préfabriquées, dont les fameux voussoirs. Ces blocs de béton qui, attachés les uns aux autres, formeront les imposantes consoles, la cage thoracique du stade. Les pièces étaient surdimensionnées. On parlait des pièces qui pesaient 100 tonnes, 80 tonnes. De 60 à... Chaque pièce avait un minimum de 60 tonnes. Donc, c'était des très grosses pièces. On était sûr, en fin de compte, que le coffrage, l'une par-dessus l'autre, était parfait. Puisqu'en fin de compte, ils étaient coulés comme ça. Donc, sur le chantier, et ils ont fité parfaitement. À la cadence démente de 12 pièces par jour, Choc Béton fabrique les 1600 pièces commandées en moins de 6 mois. Le transport de ces morceaux de casse-tête géants de Saint-Eustache à Montréal commande également une manœuvre particulière. Le transport est un défi en soi-même parce que on est en dehors, disons, de Montréal et il fallait traverser les ponts.
Et il y avait juste un pont, en fin de compte, pour les grosses pièces. Il y avait juste un pont qui était capable, disons, de prendre le poids, disons, d'une seule pièce, c'est-à-dire de 100 tonnes. C'était le pont P9. À condition de bloquer les extrémités, que les voitures ne passent pas, il y avait juste le camion qui passait. Mais tous les efforts technologiques sont vite relégués au second plan. De graves problèmes de productivité et de relations de travail ralentissent dangereusement les travaux. Le chantier olympique est devenu un vaste champ de bataille où s'affrontent les centrales syndicales. Les craintes du gouvernement sont-elles exagérées? En réel et fondé, parce que moi j'étais membre de la commission parlementaire de la RIO. Je suis venu ici, sur ce terrain, je devrais dire, le 9 janvier 1976. Donc on était exactement à 6 mois et 8 jours des Jeux. Vous voyez, les consoles ici, c'est tout ce qui existait. Le béton qui rejoint les consoles n'était même pas coulé. Les travailleurs protestaient alors contre les heures supplémentaires et la surcharge de travail attribuable au stade. Mais on n'était pas capable de contrôler l'ouvrier qui voyait un morceau de bois à terre et qui disait « Moi, je suis un électricien, c'est pas à moi à ramasser ça là. Allez chercher un journalier, là. Puis même pas un menuisier, ça prend un journalier. Fait que tant que le morceau de bois est là, il n'y a pas un camion qui passe parce qu'il est là dans la rue. Puis il n'y a pas un chat qui le ramasse. 8 mois sur 14. Le gouvernement décide alors de prendre les grands moyens. Il faut sauver les Jeux, à tout prix. Déjà retardé en raison de la complexité des plans, le chantier olympique n'est plus qu'une arène pour les revendications syndicales et les manifestations ouvrières. En mai 1975, les ouvriers d'Ébraye. On les a invités à quitter le travail ce matin à 8h30. Qu'advient-il du village olympique côté échéancier? Eh bien, selon un porte-parole des Terrasses Zarolégan Incorporées, on peut se permettre un débrayage jusqu'à lundi prochain. Et ce n'est que 6 mois plus tard qu'ils reviennent au travail. L'échéancier accuse un autre retard. Le gouvernement n'a donc plus le choix. Il doit intervenir. C'était en novembre 1975, après une longue marche du maire Drapeau avec Robert Bourassa sur les plaines d'Abraham. Ils sont revenus au bunker et Robert Bourassa s'était fait à l'idée que s'il ne prenait pas en main la situation, il n'y aurait pas de Jeux olympiques en 1976. La situation est à ce point inquiétante qu'on évalue même sérieusement la possibilité de tenir les Jeux ailleurs qu'au Parc olympique. Les sites de Bluebonnets, du domaine Saint-Sulpice, du Parc Jarry et les environs immédiats du centre Claude Robillard sont scrutés à la loupe. Donc c'était très, très, très sérieux. Et Robert Bourassa, devant cette situation-là, s'est dit, c'est simple, on peut pas perdre la face et créer un tel déshonneur pour le Québec, incapable de rencontrer le calendrier du 17 juillet 1976. C'était clair que le 17 juillet 1976, la souveraine d'Angleterre allait être là pour décréter les Jeux olympiques de Montréal. Donc, il restait à peu près 8 mois, 8-9 mois. Non, je sais pas, vous. Non, on lâche pas peut-être. Ah, mais vous collectionnez. Le gouvernement se réunit d'urgence et écrit pendant toute la nuit la loi créant la Régie des installations olympiques. Elle sera adoptée le lendemain à toute vapeur. La ville n'avait alors plus aucune autorité sur le chantier. Taillibert non plus. Par la création de cette Régie des installations olympiques, le gouvernement provincial devient donc le propriétaire non seulement du stade, mais également du vélodrome et des piscines du complexe olympique. Et ça a été ce que j'appelle un jour triste, le vendredi saint. Drapeau, il ne contrôlait plus rien, c'était le provincial. C'était le provincial. On est obligé de débattre de la loi en quelques heures seulement. Et la Régie des installations olympiques est créée, prend le contrôle du stade avec le mandat de tout faire, y compris bar ouvert à la facture, pour que les Jeux aient lieu le 17 juillet 1976.
Immédiatement, les membres de la RIO prennent des mesures draconiennes, dont celle de ne pas terminer le mât du stade olympique et de se concentrer sur les installations essentielles au jeu, comme par exemple les bassins qui se trouvent en dessous. Et là aussi, la technologie causera sa part de maux de tête aux ingénieurs. La première fois que je suis arrivé, j'avais 15 ans quand je suis arrivé à Montréal pour m'entraîner ici. Puis quand je suis arrivé dans les installations, j'étais impressionné par tout ce qui nous entourait. L'idée qu'en 1976, il y a eu plein de choses qui ont fait que les Olympiques en 1976, ça a été quelque chose d'impressionnant. Les Allemandes de l'Est, ou en 1976, ça a été des Olympiques impressionnants. Puis le fait de s'entraîner ici, ça nous fait galber un peu. Les bassins olympiques, conçus par la firme Lavalin, sont dotés d'un système unique au monde qui permet de hausser ou d'abaisser la hauteur du plancher par injection d'air ou d'eau dans un réseau de tubes. Ce système est plus fiable que les conventionnels systèmes hydrauliques. Une ingéniosité purement québécoise. On est choyés d'avoir les Olympiques étaient en 1976, puis on peut encore utiliser les mêmes installations, les mêmes possibilités qu'eux avaient il y a 30 ans. Mais au-delà du prestige, rien n'est tout à fait parfait. Non, elle n'est pas parfaite. Le seul problème que je pourrais dire, c'est quand on nage le stylo d'eau qui est sur, on voit le plafond continuellement, les lumières jaunes ici vont nous diriger, normalement on nage en ligne le plus droit possible, et ils vont nous diriger vers les câbles qui vont créer de la friction qui va nous ralentir. Donc autre que ça, la piscine est très bien, mais pour le dos, ça fait très très mal conçu. Il y a plusieurs nageurs qui se sont plaints de ça. Un autre service essentiel aux Olympiades de 1976, l'hébergement des 11 000 athlètes. Le village olympique est aujourd'hui un complexe résidentiel de près de 1000 appartements, un monument remarquable dans le paysage montréalais. Ce bâtiment correspondait à l'allure qu'avait demandé le maire pour l'ensemble des Jeux, une allure solide, prestigieuse, et ça répondait très bien à ses désirs, et il a mordu dans le projet amplement. Le choix de l'architecture tient compte non seulement de l'esthétisme des bâtiments, mais aussi et surtout de la sécurité des athlètes. On avait encore à la mémoire le drame de Munich, qui avait causé la mort de 11 athlètes israéliens par un commando palestinien. Et on a dû faire un bâtiment qui soit facilement contrôlable, tant du point de vue de l'armée, de la police et de la sécurité en général, et aussi pouvoir faire un périphérique de sentinelles qui circulait autour du village sans que personne ne les voie. Nous sommes dans un poste de vigie, en fait. Il y en a comme ça à tous les étages qui surveillent les coursives qu'on peut voir le long des immeubles. Et tout ça, c'était gardé constamment. La sécurité était devenue une obsession, tant et si bien que les pyramides du village prendront vite l'allure de véritables bunkers comprenant des systèmes sophistiqués d'intervention en cas de problème. Le câblage téléphonique, par exemple, aurait ainsi pu servir pour neutraliser d'éventuels terroristes. Il y avait même des systèmes qui permettaient, parce qu'on devait faire du téléphone après les Jeux, des tubes de téléphone qui ont été utilisés pour préparer des gaz, éventuellement. S'il y avait quelque chose, une calamité dans un logement, on pouvait émettre des gaz et tranquilliser tout le monde. Il n'en restait pas moins que l'échéancier des travaux était suicidaire. L'architecte dispose à peine de 14 mois pour concevoir les plans et les faire exécuter. Il veut réussir. On développe alors une technique de construction en coffrage totalement innovatrice. Vous prenez une douzaine de boîtes de souliers, vous les mettez l'une à côté de l'autre, et vous coulez là-dessus du béton. Et ça rentre entre les boîtes et ça couvre les boîtes. Et une fois que c'est pris, au bout de 7 jours, on retire les boîtes, on les repose par-dessus. Et on continue. Oui, on a vu ça construire, ça nous intéressait beaucoup.
Il n'y avait pas une semaine qui passait pas sans que je passe sur la rue Sherbrooke pour voir comment avançait la construction. Puis on en entendait parler beaucoup dans les journaux locaux aussi. Là, puis ça me fascinait beaucoup. Je trouvais que c'était une architecture extraordinaire. Selon les règles olympiques, ce drapeau sera déposé durant la prochaine Olympiade à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et quand le 17 juillet 1976 est enfin arrivé, tout le monde a crié au miracle. On a crié au miracle parce que, oui, le stade était plein, oui, les athlètes sont entrés, mais si vous aviez vu, vous avez des images pour ça, la laideur dans laquelle les Jeux de Montréal se sont tenus, le mât n'avait que quelques étages, on appelait ça le trognon du mât. Il y avait encore des bouts de fer qui dépassaient, là, comme les édifices inachevés d'un pays en voie de développement, là, et qui ne seront jamais achevés d'ailleurs. Ça faisait dur, c'était épouvantable. Moi, j'étais très gêné. J'étais là, j'étais complètement en haut pour la cérémonie d'ouverture. J'étais pas capable de m'enlever les yeux de ce qu'on offrait à l'humanité. On souhaitait que la télévision s'en tienne à ce qui se passait ici et n'ose pas se lever pour montrer l'échec du Québec. Le miracle fut de courte durée. Les Jeux terminés, les athlètes repartis dans leurs pays respectifs, il fallait décider ce qu'on allait faire des installations olympiques, mais surtout d'un stade disproportionné et amputé d'un mât et toujours sans toit. C'est à ce moment qu'est née la théorie du pot de géranium. C'était la théorie de Jacques Parizeau. Parizeau était ministre des Finances et président du Conseil du Trésor. Et il a dit, on laisse ça comme ça. Le trognon du mât, on va mettre 4 pots de géranium sur les 4 coins, puis ça vient de s'éteindre. Moi, j'étais pas capable de me résigner à ça. La décision devenait donc évidente. Il fallait terminer le stade selon les plans prévus. Mais en réactivant le chantier, les ingénieurs québécois découvriront des surprises de taille qui n'apparaissaient sur aucun plan et qui auraient pu avoir des conséquences catastrophique. La décision de la Régie des installations olympiques de ne pas compléter le mât du stade était avant tout une décision pressée par l'urgence. Or, en prenant cette initiative, la RIO a aussi, sans le savoir, contribué à éviter une horrible tragédie. On a entrepris la construction, je pense, en 1979. Il s'agissait d'ajouter des étages au mât. Dans la semaine du 20 mai 1980, si vous avez quelques notions d'histoire, il s'est passé quelque chose au Québec le 20 mai 1980. Il y a eu un référendum. Et c'est dans cette semaine-là que le président de la Régie des installations olympiques a voulu me rencontrer d'urgence pour me faire part d'une très mauvaise nouvelle. Le mât du stade olympique ne pouvait plus être complété selon les plans prévus par Taillibert. Et la raison en était fort simple et capitale. C'est que plus on ajoutait des étages sur le mât, la construction avait repris, là, plus on remarquait que les pattes, celles qui avaient été construites avant 1976, avaient tendance, comme dirait ma mère, à s'éjarer. Ce qui ici aurait voulu dire que si vous construisez et que la base est pas assez solide, c'est tout ça, parce que tout est rattaché par l'anneau technique, c'est tout ça qui se serait écroulé. La décision ne se fait pas attendre. J'avais besoin de ça dans la semaine du 20 mai 80 comme d'un gigantesque mal de dents. T'sais. Alors j'ai simplement dit qu'il fallait arrêter les travaux tout de suite et il fallait que j'aille annoncer ça au premier ministre. Le mât du stade est la plus haute tour penchée du monde. Il est incliné de 30 degrés, 6 fois plus que la tour de Pise. Il y a donc, à la base, des pressions énormes. Les ingénieurs retournent donc à leur table à dessin pour revenir avec une solution toute simple. L'acier. Nous, on croyait beaucoup à cette solution-là parce que ça allégeait beaucoup le poids. Mais il y avait beaucoup de résistance parce que n'oubliez pas qu'à l'époque de Taillibert, à l'époque des Jeux, c'était béton, béton, béton.
En choisissant de compléter les 77 derniers mètres en acier, les ingénieurs réduisaient de 6000 tonnes le poids du mât. Et ce, même si la tour existante a présentement une masse équivalente à 3 porte-avions. Il n'y avait donc plus aucun danger d'effondrement. La tour du stade serait complétée en acier. Bon, maintenant qu'on avait un mât, il ne restait plus qu'à y installer un toit. Un toit en Kevlar. J'ai ici entre les mains un morceau de Kevlar. Kevlar qui devait être aussi résistant et solide que l'acier. L'histoire nous a prouvé autre chose. Faite de Kevlar, la toile n'a pas vieilli. Elle est toujours aussi robuste que l'acier. La saga de la toile du stade se poursuit en pleine nuit. On doit quasiment fermer la circulation sur la rue Sherbrooke. La toile de Kevlar est transportée par un immense convoi de 22 camions lourds de l'atelier de couture de Ville-Saint-Pierre, dans l'ouest de la ville, jusqu'au stade où elle sera finalement assemblée plus de 10 ans après les Jeux Olympiques. Parce que quand je dis que ce stade est maudit, c'est que la maudite toile qui devait être rétractable n'a jamais été levée une seule fois. On s'est aperçu à la suite qu'il fallait simplement la laisser en permanence. On l'a levé 75 fois, ça fonctionnait très très bien. Il n'y avait pas de problème pour ce qui est du levage ou de la pose de la toile. Ça prenait 2 minutes ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en la levant, il y avait beaucoup de frottement. Ça usait beaucoup la toile. Il y a eu une erreur à la base, à l'étape de planification initiale du stade. On n'a pas reconnu les charges de neige du code de construction. Alors, on a diminué les charges de neige. Même les ingénieurs du Québec étaient contre ces hypothèses-là. Donc, c'était évidemment l'architecte qui avait imposé ces charges de neige à lui. Ce sont des vents violents de cet après-midi qui sont la cause de cette déchirure. Et la toile ne tient pas le coup et déchira au moins 4 reprises. Le stade est fermé. En 1998, la toile est remplacée par une structure fixe, une toile en fibre de verre recouverte de téflon. Le toit cède encore et doit être remplacé. Une saga interminable. Une question toutefois demeure. Le stade, le vélodrome, tout le complexe olympique est-il aujourd'hui un monument qui passera à l'histoire pour les bonnes raisons? Maintenant, je pense qu'on devrait se tourner vers l'avenir et puis regarder le stade comme un chef-d'œuvre d'architecture. C'est une marque, c'est la marque de la ville de Montréal. Du côté de la technique, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il y a des Chinois qui viennent, des gens viennent de partout pour voir ça. C'est un peu dommage que l'histoire ne soit pas encore finie. J'aurais aimé ça qu'on ait une conclusion à l'histoire, mais je pense qu'il y a d'autres chapitres qui vont être écrits plus tard. Ah oui, c'est un édifice mémorable à tout point de vue, entre autres sur son coût sur les finances publiques du Québec. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que quand vous faites une construction avec un délai de livraison, vous vous mettez la corde au cou. Et quand on a dit au Comité international olympique « Bienvenue à Montréal le 17 juillet 1976 », et quand on a dit ça en 1970, 6 ans avant, ici, c'était un terrain où il y avait des vaches, on savait pas dans quoi on s'embarquait. On pleurait tout le monde. C'était fini. C'était fini. Quand on arrive à livrer des Jeux olympiques, on a l'impression qu'on pourrait gérer la planète, puis peut-être une ou 2 autres planètes. C'est tellement gros, et c'est tellement gros, on dirait qu'on connaît plus nos limites. Pour les Jeux olympiques de Montréal, Taillibert avait imaginé une œuvre originale et audacieuse, mais éminemment difficile à réaliser. Le chantier olympique était en quelque sorte un vaste laboratoire. Il a fallu apprendre sur le chantier, comme on dit, faire vite et bien.
car le monde regardait, le monde attendait. Malgré les controverses qui soufflaient en permanence sur le chantier, les ingénieurs ont développé des techniques nouvelles et acquis des connaissances qui consacrent encore aujourd'hui le complexe olympique comme un puissant symbole, un monument à l'ingéniosité et à la prouesse technique. Et si c'était finalement ce que l'on devait retenir de tout ça? Écoutez bien, là, c'est un complexe, un gros massif de béton où on y a donné des lignes architecturales fantastiques. André Pelletier vit dans ces lignes de béton depuis plus de 20 ans. Il gère la deuxième vie du stade, celle d'aujourd'hui. Oui, on est prêt de recevoir. Faites un bel job, les gars. Merci beaucoup. Mon principal rôle, c'est la production des événements qui a lieu au Parc olympique. Ça peut être une conférence de presse, comme ça peut être un événement majeur, ça peut être le motocross, tous les événements. C'est sûr, le stade, en premier lieu, c'est l'endroit unique pour répondre à des événements d'envergure. On a déjà accroché un avion, un Cessna, après l'anneau technique. On est venu nous rencontrer. On est allé chercher l'expertise de nos ingénieurs qui nous a donné le OK pour qu'il n'y avait pas de problème de sécurité, quoi que ce soit. Cet hymne olympique international officiel, nous l'entendrons de nouveau dans un peu plus de 3 ans, ici même, à l'occasion de l'inauguration des Jeux olympiques de Montréal. Mais nous sommes réunis ce matin pour participer à la pose d'un geste qui sera répété au cours des 3 prochaines années d'innombrables fois. La naissance du stade est, dès le départ, laborieuse. Pour faire place au Parc olympique, on doit excaver plus de 2 millions de mètres cubes d'argile et de calcaire sur un vaste terrain vague adjacent au Parc Maisonneuve, dans l'est de la ville. Alors, on a dit, il faut commencer, puis on devrait tout creuser d'un coup. Parce qu'il faut bien faire attention. Le Parc olympique, c'est un trapèze qui a 2200 pieds de long, qui a 1600 pieds à Vio, puis à peu près 700-800 pieds à Pineuf. Mais la rue Boyce, dans le temps, qui est Pierre-Coubertin, elle était 60 pieds plus bas que la rue Sherbrooke. Donc, il fallait faire une paroi moulée, faire des ancrages pour la tenir, parce qu'ici, c'est un terrain qui était glaiseux. Non seulement le terrain est glaiseux, mais le sous-sol cause des surprises. Il est instable. La roche de fondation menace même de s'effriter. La découverte du sol fissuré oblige à revoir toutes les études sismiques. Déjà des frais supplémentaires au projet. Les plans de l'architecte n'arrivent toujours pas. Alors qu'on prépare le terrain pour recevoir les fondations du stade, on commence le vélodrome en prévision des championnats du monde de cyclisme qui se tiennent avant les Olympiques. Le temps presse. Avec sa coque 2 fois plus volumineuse que la Statue de la Liberté et qui s'inspire d'un casque géant de cycliste, le vélodrome demeure un exploit technique sans précédent. Bon, c'est la première fois que ça arrivait en Amérique du Nord. Il fallait faire une calotte. Et quand on a commencé par ça, c'était l'élément le pire, le plus compliqué. Les plans de Taillibert ne laissent aucune alternative. Il faut construire l'édifice, mais en commençant par le haut. Pour y arriver, il faudra donc jouer d'audace. 2 ans avant la tenue des Jeux olympiques, le chantier du stade ressemble toujours à un immense trou autour duquel s'empilent et s'empilent des tonnes de matériaux hétéroclites. Autrement dit, le premier contrat, c'était un contrat d'excavation qu'on excavait tout le site en 1973. Et ceux qui passaient sur la rue Sherbrooke vont se rappeler, là, qui passaient sur la rue Sherbrooke devant un trou qui était toujours un trou, qui restait un trou. Parce que ça a été des mois, un trou. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du stade, l'ingénieur de structure qui faisait les plans a fait des mauvais plans, si bien qu'en 1975, on est obligé d'aller chercher 2 bureaux français pour qu'ils viennent faire les plans pour qu'on commence à monter les consoles.
Entre-temps, le chantier du Vélodrome avait déjà débuté. Et ce n'était pas nécessairement la partie la plus facile à réaliser. Loin de là. Vous ne pouvez pas travailler en dessous parce qu'on met des échafaudages pour supporter les pièces. Alors, ça veut dire qu'on commence par le toit puis on descend vers le bas. C'est la première fois que ça arrivait en Amérique du Nord. L'aspect spectaculaire et innovateur du Vélodrome provient de la structure qui est composée d'un toit hémisphérique très aplati, reposant uniquement sur 4 points. Seule l'utilisation du béton précontraint peut venir à bout d'un tel tour de force technique. Élever une coque de 172 mètres sans point d'appui intermédiaire, voilà un exploit hors du commun, encore jamais réalisé. Bien justement, c'est que le toit du Vélodrome, c'est une partie de la sphère. On a une grosse boule qui a un certain rayon et par les points d'appui, on vient couper la boule suivant un angle qui passe par les points en surface ici, mais qui est dirigé vers le centre de la boule. Et en surface, ça décrit un arc. Ces arcs-là, il faut qu'ils tiennent ensemble. Alors à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des poutres en Y, ici, qui vont jusqu'à 110 pieds de long. Quand tout ça était tout attaché ensemble, comme une dentelle. Ça, c'est arrivé en février 1975. Là, on faisait ce qu'on appelle l'opération décintrement. Une opération risquée, puisqu'il faut soulever d'un bloc la toiture du Vélodrome, aussi lourde que 125 Boeing 747. Puis, enlever les échafaudages et ensuite déposer la structure sur ses 4 points d'appui. Une fois qu'elle était soulevée, là, on bloquait les vérins avec du béton, puis on se dépêchait d'enlever les échafaudages en dessous pour pouvoir faire la piste et les gradins du Vélodrome. Ça, c'était compliqué, ça. Une géométrie toute particulière par rapport aux pistes conventionnelles. Moi, je pense que la construction de toutes les installations olympiques, en particulier le stade, le Vélodrome et le mât, ça a été la plus belle école de formation pour les ingénieurs en structure du Québec. C'est un chef-d'œuvre, qui est un monument, en fait. Parce que, au point de vue technique, l'université ici, là, c'était le Vélodrome. Et les Français et les Canadiens ont appris à travailler ensemble là-dedans. Ça gueulait des fois, mais c'était une technique française. Puis des fois, nous autres, on voulait mettre notre moule, mais des fois, des choses qu'on connaissait pas. Mais on a appris. Et ça a été quoi le résultat d'avoir appris ça? Moi, j'appelle ça l'Université de la technique, le Vélodrome. Aujourd'hui, le Vélodrome a totalement changé de vocation. Sous la direction du maire Pierre Bourque, alors directeur du Jardin botanique lors des Olympiques, on a réaménagé l'intérieur du bâtiment. On a créé un musée de l'environnement reproduisant les 4 principaux. Le cobaye à coups de millions, là, comme on sait. Le choix d'un architecte étranger ne fait évidemment pas l'unanimité. L'Association des architectes dénonce le manque de confiance du maire Drapeau à l'endroit des architectes québécois. Une véritable gifle à l'endroit des 3500 architectes québécois. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'un architecte étranger influençait l'architecture montréalaise. Avait-on déjà oublié le rôle d'un certain E.M. Pye de New York, dont la construction de la place Ville-Marie quelques années plus tôt? C'est certain que quand on a un beau projet de même, les architectes du Québec qui regardaient ça, hey, on ne sera même pas là-dedans. C'est un maudit français encore. Alors on commençait à crier, sauf que la technique qu'il a amenée, le genre de projet qu'il a fait avec son mât et sa toiture mobile, il n'y a pas un architecte d'ici qui était capable de le faire. Il y a un gars qui la connaît, c'était Hébert. Mettre en poste de tension l'ensemble de la... Le 6 avril 1972, le maire Jean Drapeau convoque la presse internationale pour faire connaître son programme. Montréal, qui possédait déjà le métro le plus moderne au monde, voulait marquer les prochaines Olympiades par un stade qui passerait lui aussi à l'histoire. Puis en novembre 71, décembre 71, on a fait l'échéancier, qui fait qu'on finissait 1 an avant les Jeux. Les Jeux olympiques doivent avoir lieu à Montréal en 67. Mais je pense effectivement que le calendrier trop serré, un politicien omnipuissant qui s'improvise architecte et ingénieur,
tout ce qui se fait à la bonne franquette, sans débat démocratique et sans examen sérieux mené par des gens qui connaissent l'affaire, tout ça, c'est comme une bouillabaisse, si vous voulez. Tout ça a contribué. Et, bien sûr, des ingénieurs, des entrepreneurs et des travailleurs peu scrupuleux, tout ça a donné le fiasco qu'on a connu. Non, l'échéancier, il n'était pas serré. Puis la plus belle preuve, c'est que le stade, c'est le petit frère, je vais appeler ça le grand frère du Parc des Princes. Au Parc des Princes, là, sortez photos du Parc des Princes, dès vous soir, 54 consoles, ici il y en a 34, plus 4 après le mois. Alors, c'était pas un problème de complexité. Les plans annoncés étaient résolument de stature olympienne. Le complexe sportif occupe le quadrilatère des rues Sherbrooke, Pierre de Coubertin, Viault et Pineuf dans l'est de Montréal. Il comprend un stade de 56 400 places ressemblant à un gigantesque coquillage et surmonté d'un mât oblique qui défie dangereusement les lois de la gravité. Puis, un vélodrome à l'allure impressionnante et des bassins olympiques à la fine pointe de la technologie. Sans oublier, tout près, un village olympique inspiré des pyramides égyptiennes et destiné à accueillir 11 000 athlètes. Tout pour estomaquer la presse internationale. Le maire triomphait. Mais en même temps, j'avais très peur parce que je trouvais que l'échéancier était très court pour réaliser un projet de cette envergure-là. Selon Taillibert, la forme commande la technologie, et non le contraire, comme c'est normalement le cas en Amérique du Nord, avec des classiques structures à ossature d'acier. Or, son projet atteignait une échelle encore inconnue. Un poème de béton, disait Taillibert, mais surtout un immense casse-tête de 15 000 pièces. Du haut du ciel, le stade ressemble à un immense coquillage. Et dans l'est de la ville, la silhouette du stade sert à la fois de symbole et de point de repère. De repère pour se rappeler qu'il y avait ici, il n'y a pas si longtemps, un des plus grands chantiers de toute l'histoire du génie québécois. The result, which I do not know. Quand le 12 mai 1970, Montréal se voit accorder la tenue des Jeux olympiques de 1976, c'est l'euphorie. For Montreal, 41 votes. Moscow, 21 votes. Enfin, c'était l'hystérie collective. Et déjà, le maire Jean Drapeau a une idée derrière la tête. Promettre aux Montréalais des Jeux modestes et en même temps offrir au restant de la planète des Olympiades modernes et grandioses. 10 ans donc après Expo 67, Montréal et Jean Drapeau sont enfin prêts à recevoir le monde et à les recevoir en grand. La cérémonie d'ouverture, c'était comme la réalisation du travail qu'on avait accompli là, pendant 2 ans. J'étais assise là, dans les gradins. Là. Et puis oui, c'était touchant. C'était touchant parce que c'était un aboutissement pour nous autres. Hein? On avait travaillé d'une façon tellement intense. Si les cérémonies d'ouverture se sont déroulées dans l'ordre et dans la discipline, on ne pouvait toutefois pas en dire autant des performances enregistrées sur le chantier olympique. Mais quand c'est rendu que les ouvriers viennent ici puis ils punchent la carte de 12 ouvriers qui travaillent ailleurs, quand c'est rendu que le camion de béton, il rentre, il y a 2 verges dedans, il va vider puis il va se remplir, comme s'il était plein, il y a juste 2 verges dedans, ou un camion d'acier, il rentre plein par la rue Heard ici, puis il sort par la rue Viault, puis
qui descend à aller se faire chercher un autre bon de livraison. Mais quand c'est rendu ça, c'est quoi un chantier? À 365 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Montréal, une question circule encore et toujours sur toutes les lèvres. La ville hôtesse sera-t-elle prête? Le gouvernement fédéral, à l'époque, avait tardé beaucoup à promettre le financement ou, disons, à s'engager sur un montant. Alors, c'est sûr que ça avait retardé le chantier, parce que la Ville de Montréal, évidemment, n'avait pas les moyens de financer quelque chose comme ça. Tout avait pourtant bien commencé. Montréal avait embauché un des meilleurs architectes internationaux afin de construire, pour les Jeux Olympiques de 1976, le stade le plus moderne au monde. Je vous demande de l'inauguration des Jeux Olympiques de Montréal. Maintenant, rassurez-vous. Le rêve olympique du maire Drapeau aura un prix à payer. D'abord évalué en 1974 à 350 millions de dollars, le stade, à lui seul, a finalement coûté près d'1 milliard de dollars. Moi, quand je vais être gêné d'être Québécois, là, je pense à deux choses. Je pense au stade olympique, je pense à Mirabel. Tu sais, ça n'a pas de bon sens faire des affaires de cons comme ça, comme on a fait à cette occasion-là. Jamais un édifice public n'a soulevé autant de controverses et transformé le rêve olympique en cauchemar collectif. Le cauchemar dont j'ai hérité, moi, le 26 novembre 1976. Le député de Saint-Jacques, M. Claude Charron, sera ministre délégué au Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. En m'octroyant ce dossier-là, je l'ai remercié devant tout le monde au Conseil des ministres en disant « Je vous remercie pour votre confiance ». Et je n'oublierai jamais sa réponse. Sa réponse, c'était « Arrêtez, vous allez le regretter bien assez tôt ». En 1976, avec une note parfaite de 10, la jeune gymnaste roumaine Nadia Comaneci réalise une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et du même coup, elle est couronnée la reine des Jeux de Montréal. Bon, moi, j'étais au service à la clientèle, service aux spectateurs. Donc, c'est à l'échelle planétaire. Parce que les Jeux olympiques, c'était gros, hein? C'était 332 événements en 2 semaines sur 32 sites différents. Mais tout le monde se souvient aussi que les Jeux olympiques de 1976 ont eu lieu dans un stade inachevé. Le mât que nous voyons présentement avait atteint à peine la moitié de sa hauteur normale et le toit suspendu n'était pas suspendu. Mais comment en étions-nous arrivés là? Quand j'ai vu les plans pour la première fois, j'ai trouvé que c'était un projet extrêmement audacieux. L'auteur de ces plans était l'architecte français Roger Taillibert, concepteur, entre autres, du parc de soccer du Parc des Princes à Paris. C'était le choix de Jean Drapeau. Le maire, qui avait déjà le métro le plus moderne au monde, aimait les Français et leurs nouvelles technologies. Pourquoi Taillibert? Parce que, lors des Jeux olympiques, on fait toujours des bâtiments un peu particuliers, qui dépassent d'habitude, qui dépassent un peu ce qui se fait normalement. Or, dans le cas du stade olympique, moi, j'avais dit à M. Drapeau, si on se donnait un stade avec une opération intérieure, nord-américaine, des casse-croûtes, des VIP, des clubs stadium, ce qu'il n'y avait pas en France, puis qu'on lui donnait une ligne française, on ferait quelque chose qui ne se serait jamais fait. Et M. Drapeau a dit, bien, ça veut dire que tu recommandes Taillibert. Mais avant, demandez-y qu'il vienne expliquer à nos ingénieurs ici si c'est faisable, son affaire ici. On a commencé une première rencontre au mois de mai 1973 avec l'architecte Roger Taillibert. Ce qui a fait dire à bien des gens que c'était un laboratoire et qu'on payait pour des essais qui allaient éventuellement être réussis ailleurs, mais que nous, on était un